last questions. Who has the mic? And I think, okay, we have at least 4 or 5 questions. Yes, maybe some, peut-être quelques précisions sur le dernier projet là, de Osman Oktan. Osman Oktan est un journaliste qui vit depuis 40 ans en Allemagne. Il a travaillé pour la télévision, je ne sais plus quelle chaîne, très bien cela va me dire. Et il a ce projet depuis un certain temps de créer une chaîne qui serait pour les Turcs installés en Europe depuis plusieurs générations, et notamment en Allemagne, qui les délivrerait d'une certaine façon d'avoir comme unique ressource de médias venant de Turquie, celles qui sont sponsorisées par les proches d'Erdogan et qui diffusent la pensée de l'AKP, de Erdogan, etc. Donc, quelque chose qui soit alternatif, genre centre-droit, centre-gauche, libéral, une chaîne qui a aussi des émissions en turc, en français et en allemand, qui informe, qui diffuse des contenus qui ne sont pas gorgés de cette idéologie-là. Voilà pour Osman Oktan. Et puisque j'ai la chose là, je voulais revenir sur Ahmed, sur cette mystification que les Turcs auraient des élections. Je pense que c'est plus qu'un sentiment démocratique et de jouer son rôle de citoyenneté, c'est justement quelque chose qui est lié directement à la force de la polarisation. C'est-à-dire que chaque Turc a l'impression d'avoir à perdre quelque chose qu'il doit, et son seul, en effet, levier est de poser. Et c'est donc une conséquence je trouve, de la grande polarisation et de considérer les autres comme une menace, ce qui n'est pas terrible. Encore un mot pour... Pardon ? Il y a pas mal de questions. Un mot encore pour Kader. En travaillant sur un article, you follow French? No. Okay. I was working on some paper I was writing about Turkish universities for Herodot, and I came across a discourse of Erdogan, not very old, something like 2010, okay, something like that. And if you don't know that is a discourse of Erdogan, you should imagine that it's the most democratic, most conscious about what a university has to be in a democratic country, independent from the state's will, and independent as an institution, etc. And it was amazing to see how changeable the discourse of Erdogan, how plastic it was. So can you change from day to another from very democratic consciousness, I don't know who wrote it for him, but to something very different. But it was, this period is over, unfortunately. Yes. On va prendre des questions s'il y en avait plusieurs. Merci pour les interventions. Alors j'aurais 2 questions, même pour tous les 3, j'aurais
très brèves questions. La première pour Ahmed Issal, parce que toujours en parlant de ces élections, de cette obsession pour aller aux urnes, pour voter, et vous dites que si jamais il ne reconnaît pas les résultats des élections, on va passer à autre chose. Et à Diyarbakır, dans les villes kurdes, on a déjà fait ça, c'est-à-dire on n'a pas reconnu en fait les résultats des élections, on a nommé des caïds, comment on le dit en français? Administrateurs. Voilà. Ankara a nommé des administrateurs en annulant les autorités des municipalités, des municipaux, des maires qui étaient élus par le peuple. Donc, qu'est-ce qui a fait la population de Diyarbakır qui est si organisée politiquement parlant? Ils n'ont pas pu vraiment passer à autre chose, ils sont toujours allés aux urnes, ils n'ont même pas protesté les urnes. Et comment vous expliquez tout ça? La première question c'était pour Ahmed Issal. For you, Kadar Konuk, I'm very glad to know you because I always see your name in BAC mailing list and all discussions, and I would like to know what is the difference of your project, Academies in Exile, of what we call Off University. Do you have any relationship with the Off University? And can we maybe in the future reunite all these projects, maybe built on separately? Unfortunately, in France, we couldn't do anything like you done. We have only posed, but something that you do is our dream. And I think that for Seçkin too, I have, in continuity with Kadar Konuk's question, do you have any tentative to do such a project in England? I know that you worked very hard to realize something like that, but how it worked? Okay, we'll take one more question supplémentaire. Pour Monsieur Ünsal, vous nous avez décrit l'opposition turque comme une agrégation transpartisane qui se rassemble dans un destin commun anti-Erdogan. Donc dans ce projet-là, et en plus c'est une opposition qui transcende les fractures sociales, mais justement, quel est le projet post-Erdogan? J'ai dit qu'il n'y avait pas. Ah, vous avez... Il n'y a pas. Pour le moment, il n'y a pas. D'accord, mais ça, il y a le même problème dans l'opposition russe, moi je travaille là-dessus, et c'est que le manque de projet, de télos politique, fait durer le personnel présidentiel encore plus longtemps. Donc, la différence, c'est qu'en Turquie, les gens continuent à voter, en Russie, ils ne votent plus. Ouais. C'est la seule différence. Il y avait encore une question, et puis après on répondra à toutes les questions. Merci. Ça suit un peu la question sur les municipalités etc., qui étaient annulées, mais je voudrais poser ça plus largement. Si Erdogan choisit de traverser le Rubicon, étant donné l'attachement fort à la légitimité électorale que vous avez souligné, que beaucoup de gens partagent, je pense, étant donné l'enthousiasme avec lequel l'opposition s'est battue dans ces dernières élections à Istanbul, etc., pensez-vous qu'il y aura une réaction violente dans la Turquie en général? Je ne parle pas de l'Est parce que les Turcs ne sont pas très sensibles à ce qui se passe à l'Est, mais en général, à Istanbul, etc. Et sinon, probablement pas, parce qu'il n'y a pas une tradition de révolution vraiment. Dans ce cas-là, en assumant qu'il y a toujours une réaction à toute action, à long terme, comment cette majorité qui sera ignorée, ou bien cette grande minorité qui sera ignorée, comment est-ce que ça va manifester son mécontentement? Merci. Vous voulez commencer par répondre? D'accord. Les deux questions, de toute façon, celle de... On se rejoint. rejoindre, oui. Donc, effectivement, Nora Chini a raison, les élections en Turquie avec autant de participation passionnelle n'est pas naturel. On aurait bien vu, on aurait bien été plutôt dans des élections apaisées où les gens votent, ne votent pas et le monde ne change pas, où on n'a pas l'impression de voir les élections comme un moment de vie ou de mort. De moment de vie ou de mort.
et c'est ce qui nous donne justement aux élections en Turquie cette dimension passionnelle, c'est une substitut de la guerre civile. L'élection aujourd'hui en Turquie est un substitut de la guerre civile. Si nous enlevons les élections de la Turquie, de la perspective de la Turquie, nous pouvons basculer dans une guerre civile. Aujourd'hui, nous faisons une guerre civile substituée par les élections. À partir du moment où l'autre est l'ennemi, et si l'autre gagne, nous sommes morts, nous sommes dans une guerre civile. C'est la logique de guerre civile. Ce qui fait que Erdogan hésite à passer le Rubicon, il a aussi peur de basculer dans la guerre civile. Mais, par rapport aux questions que Buket aussi a posées, le piège aujourd'hui, et c'est pourquoi les Kurdes aussi sont très conscients de ça, le piège aujourd'hui est de penser qu'on peut s'opposer efficacement à Erdogan et à l'État par une contre-violence. L'État turc a une tradition historique de régler ses problèmes avec la société par la violence et en provoquant la violence. Si aujourd'hui, sur la place Taksim, à Gezi, aujourd'hui même, la place Taksim est entourée par un mur de policiers et de Thomas, des voitures anti-émeutes de la police, alors que personne n'y va là-dessus, c'est une provocation. C'est-à-dire, il demande que les gens viennent occuper la place Gezi pour protester. Et c'est comme ça que Tayyip Erdogan pourrait dire, voyez-vous, les élections étaient déjà un trucage préparé en vue de faire le coup d'État, et voilà le coup d'État qui est en cours. C'est un piège extraordinaire que HDP, y compris à Diyarbakır, n'est pas tombé dessus, et il a préféré attendre 2 années de suite pour regagner les élections. Tant que la société turque, y compris les Kurdes, pensent qu'ils peuvent regagner les élections, nous pouvons garder l'espoir peut-être d'une sortie démocratique de l'erdoganisme. L'autre sortie, par la guerre civile de l'erdoganisme, aurait un coût catastrophique pour tout le monde. Un coût catastrophique pour tout le monde. Donc, première chose, c'est la contre-violence est quelque chose qui est aujourd'hui en Turquie, en dernier ressort, le terrain sur lequel l'autoritarisme despotique, cette fois-ci un autoritarisme sanglant, pourrait s'installer. Deuxième chose, je vais peut-être répondre à 2 ou 3 questions qui pourraient venir parce que malheureusement je dois partir à 6 heures. Deuxième chose que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que par rapport à votre question sur l'opposition, l'opposition n'a pas de programme commun. L'opposition n'a pas de programme post-Erdogan. L'opposition, pour le moment, a un programme anti-Erdogan, d'autant plus que c'était des élections municipales. Donc, du coup, faire un programme pour la politique économique de la Turquie n'avait pas de sens. Or, sur les élections municipales, effectivement, l'opposition a un programme qui est la transparence, etc., le truc de base. Et surtout le respect des modes de vie de chacun. Mais il y a un deuxième sous-entendu dans cette nouvelle posture de l'opposition. C'est que, enfin l'opposition, enfin la Turquie, enfin, j'espère nous tous, nous sortons de la posture de victime sacrée. En Turquie, tout le monde se considère comme victime de l'autre. Les Arméniens des Turcs, les Kurdes des Turcs, des musulmans des Kémalistes maintenant des musulmans, même les militaires sont devenus maintenant des victimes, puisqu'ils ont subi les procès à Ergenekon, etc. Donc il y a toute une série de victimes. Tout le monde se considère victime d'eux. Tout le monde se considère victime de l'autre. C'est une société où, à chaque étage, à chaque niveau, tout le monde est victime. Mais pas de victime de type colonialiste, victime de son prochain, victime de son voisin. C'est une société victimaire, mais cette victimisation est
une ressource fondamentale pour Tayyip Erdogan. Qu'est-ce qu'il dit, Tayyip Erdogan? C'est incroyable pour un chef de l'État, pour un président de la République. Il dit à ses gouailles, n'oubliez pas votre haine et votre ressentiment. Kininizi ve hıncınızı unutmayın. C'est du jamais vu, sauf dans des discours du fascisme. Et en face de ça, effectivement, pour la première fois, depuis quelques années, ça a commencé à apparaître, et dans les élections aujourd'hui, à Istanbul, à Ankara, à Izmir, mais y compris à Diyarbakır, les candidats de l'opposition n'ont pas joué le discours de la contre-haine, de la contre-vengeance. Et c'est ça qui a changé. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la polarisation, mais aussi, il faut que nous, l'opposition, nous, les victimes de Erdogan, nous sortions de notre posture de victime sacrée. Et enfin, je terminerai pour une séquence longue. Je crois que sur un siècle, nous vivons, on a parlé ce matin, depuis un siècle et demi, nous vivons une vraie Kulturkampf, une vraie guerre culturelle. La Kulturkampf en Allemagne au XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle, a duré à peu près 10 ans, du temps de Bismarck. Nous vivons une Kulturkampf qui surdétermine l'ensemble de l'espace d'identité politique, voire sociologique. L'espace sociologique. Le CHP apparaît de gauche, alors que si on regarde socio-économiquement, c'est un parti des classes supérieures. Mais tout ceci à cause de cette surdétermination de la guerre culturelle que nous vivons. Nous votons, nous nous positionnons par rapport à des identités culturelles qui sont en bataille et en combat hégémonique. Il y a eu une très longue séquence en Turquie de l'autoritarisme élitiste moderniste, qui a duré jusqu'aux années 50. Il y a eu une longue séquence où la Turquie, la société turque a cherché à tâtonner de différentes manières, par une guerre civile larvée en 70, par des coups d'État 60, 80, 97, à des périodes de tâtonnement. Et nous sommes rentrés, avec l'arrivée au pouvoir de AKP, à une troisième séquence qui est longue, qui est cette fois-ci de l'autoritarisme conservateur, ou qu'on peut appeler aussi de l'autoritarisme le précédent autoritarisme. Et cet autoritarisme conservateur s'alimente bien entendu de la mémoire des autoritarismes précédents, utilise les moyens de l'autoritarisme précédent, utilise les institutions de l'autoritarisme précédent. Et en même temps, c'est un moyen de prendre la vengeance historique de cette population qui se considère victime des autoritarismes précédents. Et par conséquent, peut-être, cette séquence va être longue, mais peut-être maintenant, les musulmans seront en même temps les bourreaux des musulmans. Commencent à devenir les bourreaux des musulmans. Et peut-être maintenant, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, je ne sais pas. Mais là, c'est la prospective peut-être un peu plus loin que les 5 ans. Nous pouvons peut-être maintenant épuiser les séquences autoritaristes. C'est comme une sorte de guerre civile. Vous savez, une fois que la guerre civile est terminée, les partis disent toujours, pendant une longue période, plus jamais ça. Nous ne sommes pas encore arrivés à la situation où la société dit plus jamais ça, malgré les massacres, malgré les génocides, malgré les pogroms, malgré une période, une histoire extrêmement sanglante, la société n'est pas encore arrivée à dire plus jamais ça. Et peut-être nous sommes en train d'accoucher de la situation où nous dirons plus jamais ça. Merci, on va prendre, if you want to answer the questions that were asked. Thank you very much for the questions. I want to give a little bit of background knowledge on Osman Okan to also understand why Germany is so prominently different maybe from other countries. Although in France, of course, the so-called guest worker migration has also affected French society, and you can tell me more about it. I think it's much more larger impact in numbers, and the cultural impact is much larger in Germany, so that we have a huge diasporic network to start with.
And Osman Okan is one of those who came to Germany into exile in the 1980s and could not return to Turkey for 12 years. So he's one of the early ones, of the early wave after the military coup in 1980, who experienced the exile, who has helped bring the infrastructure into being for any kind of critical journalism in Germany about Turkey. And when Osman Okan came to, started working, being politically active in Germany, I was a young university student. I joined the University of Cologne in 1986, and I know him since then. So we have a really old network. Basically, the exiles from the 1980s taught me anything about Turkey that I know now, and continue to teach me about what's going on, because I'm not returning to Turkey either. So there is a kind of transfer of knowledge that has happened through exile in the critical communities in Germany for over decades. And of course, there was this hopeful time for some people who thought that in the so-called golden age of Erdogan, there would be much hope, but these universities, like article universities, for example, were founded, and where there was a lot of hope in the pluralism that became part of that rhetoric that Erdogan used. But we all know he's just an opportunist, and the wind can blow this way or that way, and the main consideration is his power, and the political scientists are there to analyze that, but none of that had any long-lasting impact. But I think there's a longer discourse in Turkey about academic freedom that goes back to the 1930s with the German Jewish immigration to Turkish universities. Of course, it started, and the precondition was the dismissal of the Ottoman scholars in Darülfünun in 1933, and they were replaced with the German Jewish and socialist scholars from Germany. 40 of them left, 40 of them came from Germany, but they carried the idea of academic freedom as something that was infringed in Germany with them. So Humboldt was the one, not Alexander von Humboldt, but his brother Wilhelm von Humboldt was the one who founded Humboldt University on the idea, in the beginning of the 19th century, the idea of Lehr- and Lernfreiheit as being this really most important part of any higher education. And this was something that was threatened or destroyed in 1933, but the emigrants carried this idea with them. And together with Hasan Ali Yücel, who was then the Ministry of Culture and Education, the idea of the autonomy of the university was established for the first time in the 1940s in Turkey. So we have the idea there in 1946 before Hasan Ali Yücel gets dismissed himself because of those trials going on back then. So there's a long tradition thinking about academic freedom between Germany and Turkey, and I'm really interested in this kind of transfer that has already happened over almost 100 years and that we can continue to build upon. There's exilic knowledge that arrived in Turkey, now we have exilic knowledge that has arrived in Germany, but we can make that fruitful. And I think that is something that Osman Okan represents on the journalistic side with his media project, and that we try to do on the academic level. And about the question about Off University, that's for those who don't know it, it's a project also founded by some peace academics who try to do this tandem teaching with scholars in Turkey, but they are basically working outside of universities, and and I'm one of the ones signing the foundation agreement as well. So I'm behind it, we're working together. Julia Sturz is actually the academic coordinator of the Academy in Exile in Berlin, so there's a very close connection between these things, but I don't believe that necessarily everything has to join. What makes us particularly different globally and also within Germany is that the Academy in Exile is looking at the knowledge that is at risk, and not at any scholar that is at risk. So if you look at Scholar Rescue Fund, they give out fellowships to Gülenists as well. And I talked to them and had very heated discussions with them. And Scholar Rescue Fund. Philipp Schwarz Initiative in Germany does the same. I do not know what TORS does here, but I don't believe that TORS has any regulations around that either. And for us, it's really important to uphold the idea of academic freedom by looking at the knowledge that has been dismissed and say, this is the kind of knowledge that, for example, the gender studies programs in Hungary are being closed right now. And the next call, we're actually going to publish it either tomorrow or on Monday morning, is going to be 5 fellowships that we are opening up for scholars who are at risk globally, but we particularly invite gender studies scholars to come. And why? Because
Gender studies is closing in Hungary, and they are putting, you might remember that Nora gave a talk about that when she came to us to Essen in October. And in Brazil, news have reached us that especially LGBTI scholars on campuses have been threatened by police. So police is entering campuses in other places and particularly targeting anything that looks like liberal thinking, critical thinking. And we want to really look at this and maybe bring a cohort of gender studies scholars to Berlin and Essen who can work together with the already existing ones from Turkey and then come to a very productive kind of network. So that makes us really different from any kind of like program, Kara as well, who will just, and this is admirable, but they will not look at the kind of knowledge that a scholar has produced. It's more about the scholar himself or herself who's at risk. And for us, it's more important to have an academic intervention so that that transfer of knowledge can really happen when once Erdogan is gone, and we don't have to react only to Erdogan, but we can really think beyond this time and strengthen the network. For example, for gender studies scholars in Europe and Brazil and Turkey to create something new. So maybe I'll stop there. In the UK, as you know, there's Kara, founded in 30s, 34 or 37, and they also give, fellowship to the institute, and in fact, this is an international organization, Council for Scholar Ethics. And in the UK, we have a solidarity group with Turkish academics, but our number is few, to be honest, and also, as you know, our reaction couldn't be separated from general political circumstances in the country that we are currently living. And so, as you know, Brexit and all this other political pressure in the hostile environment in the UK, it's not easy to find new fellowship or this kind of things in the UK. It's so difficult, so challenging. And but anyway, we have an association which gives one kind of emergency phone to Turkish scholars who couldn't leave the country. Yeah, in collaboration, this association works with Frontline Defenders, this kind of thing. And we have other projects, ongoing projects, but nothing, sort of. Thank you. Bien, merci beaucoup pour vos réponses et on va remercier les panélistes avant de laisser la parole à Nora pour la conclusion. Merci beaucoup. Merci.